en direct d'Amélie-les-Bains, d'Alice-Bainch, comme ils disent ici, avec Marie Costa, l'alcaldesse. Ouais. Alors pourquoi on est là, Marie? Que ça me fait plaisir de te voir. Voilà, mais on est là parce que Unitat Catalane tient son école d'été. Ouais. Et Unitat Catalane a choisi deux thèmes qui m'intéressent. A choisi un thème premier sur le transfrontalier, donc comment faire du transfrontalier, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les limites, etc. Ouais. Donc ça fait l'objet d'un premier débat. Une table redonne. Voilà. Alors on avait qui justement à cette table Alors ronde? à cette table... Voilà. Alors à cette table ronde, on avait Ramon Roquet, qui est le maire de San Juan de los Abadès et qui a porté sur les fonds baptismaux avec Bernard Romédy et à l'époque M. Bordaney, le maire de Montréal, donc ce pays d'art et d'histoire transfrontalier. Ensuite on avait Marie... Avec Henri Sicre ou c'est... alors non, Henri Sicre s'occupait du pays Pyrénées-Méditerranée. Néanmoins, Henri regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe sur le pays transfrontalier, parce que comme moi, c'est un Val-Espérien convaincu, donc on regarde beaucoup tout ce qui se passe. Voilà. Ensuite, on avait Maria Vila, qui est donc la maire de San Juan Los Fonts, qui est un magnifique village à côté d'Oulot, parce que ce pays d'art et d'histoire donc regroupe le Val-Espire au Val-Espire, c'est-à-dire le Val-Espire, le Ripollès, l'Alta Garrotxa et l'Alta Empordà. Donc il comprend 44 communes qui toutes cotisent et il vit avec des fonds qui viennent de la DRAC, de la Diputació et de la Generalitat. Voilà. Alors, toi et moi, on a fréquenté le transfrontaliérisme d'Esdanch. Voilà. Et il y a un truc qui s'est cassé dès avant la tentative d'indépendance. Alors, moi, j'avais tendance à dire que c'est la faute à Bourquin. Non, je pense pas. Quand il est devenu, il était très pour l'Eurodistrict, qui était un bel outil, qui était très compliqué à monter. Oui, mais qui était magnifique. Bon. Et moi, j'ai dit, et toi, tu n'es pas d'accord, qu'à partir du moment où il est devenu président de la région, il a oublié qu'il était catalan. J'ai même fait un article à l'époque. Non, alors moi qu'il ait privilégié une échelle régionale à laquelle il était d'autant plus forcé que je rappelle qu'à l'époque nous étions un 5e de la région et non pas un 13e comme c'est le cas actuellement, et que donc son centre de gravité se soit déplacé, je n'en disconviens pas. Donc là où je ne suis pas d'accord, c'est quand tu parles d'abandon de la catalanité. Ce sont deux choses Oui, mais non, mais je pense que ce sont deux choses très différentes, surtout pour Christian Bourquin, qui a mis longtemps à réaliser sa catalanité, puisque c'est venu à peu près au milieu de son premier mandat. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon, effectivement, il est évident que quand on se retrouve en train d'administrer une région qui était encore à l'époque d'une taille à peu près normale, de 5 départements, et que donc on ne peut pas prêter le flanc au soupçon d'en privilégier un. Ça se comprend aisément. Ce qu'ont fait les précédents. Oh, les précédents, ils ont... je pense à Jacques Blanc. Jacques Blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Jacques Blanc, il n'a pas privilégié un département par rapport à l'autre. Il avait un truc ultra sous-développé qui s'appelait la Lozère, qui était très isolé et qui avait quand même objectivement davantage besoin de développement lourd que les autres départements. Donc bon, c'est vrai qu'il était lozérien, mais je ne pense pas que si un autre département en avait eu besoin, il ne l'aurait pas fait. Voilà. Alors, on parle d'outils et a été dit par une autre question, on a parlé à l'Institut Joan Louis Bibès, qui, à l'université de Perpignan, je dis ça de loin parce que j'y ai travaillé il y a FATEMS, ça ne... c'est plus utilisé. Alors, le problème, c'est qu'on a eu... Alors, c'est vrai que le processus d'indépendance a marqué quand même un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant, on avait des espèces d'incantations plurielles, où tout le monde faisait son truc transfrontalier, on faisait 4 projets, ça plaisait plus ou moins aux institutions, ça rassurait la Generalitat sur la vivacité de cette catalanité en marche, ça faisait pas trop peur au nord, bon ça allait très bien, et surtout, c'était corporatiste. Donc, pas trop dangereux. C'est-à-dire qu'on met toutes les universités ensemble, c'est pas trop grave, on met tous les trucs ensemble, c'est pas trop grave, on met 3 écoles, j'ai connu ça, 3 écoles d'art contemporain ensemble, c'est pas trop grave, etc. En revanche, quand il s'agit d'un projet de développement territorial global et inclusif, ça c'est autre chose. Comme l'Eurodistrict. Là, c'est autre chose, donc on n'est pas exactement dans la même famille d'actions. Parce qu'il y a longtemps que des Eurodistricts sur les frontières françaises existent. Oui.
Alors ils existent, mais c'est vrai, sur des zones différentes. Alors par exemple, déjà, nous, on n'a pas de bol, parce qu'on a une continuité territoriale qui est brisée par le relief. Ce n'est pas le cas des autres eurodistricts. L'eurodistrict basque... non, puisqu'on parlera des Basques plus tard, mais les Basques, comment ils ont commencé, les Basques? Les Basques, ils ont commencé avec un truc interurbain. D'accord, qui après, voilà. Donc, et puis les Basques, très important, n'ont pas de département côté français. Donc c'est pas pareil qu'un département qui tout d'un coup tombe dans une autre escarcelle. Eux, ils sont une moitié du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc là, la France a cultivé une dualité qui la sert. Bon, c'est pas pareil. Bon, quand on regarde les eurodistricts allemands, bon, il n'y a aucun problème. De toute façon, tout le monde travaille de l'autre côté, donc ça ne fait, je dirais que... Il y a la Sarre... Oui, mais toute la vie, on se remet quand même immédiatement à la guerre de 14. On comprend bien que les liens de travail, de coopération, d'occupation diverses et variées avec la Sarre, c'est pas ce qu'on a avec le Pertus. Bon, je veux dire, bon. Donc c'est vrai que nous, on fait office... Peut-être avec la frontière italienne, encore que du côté de la Riviera, elle soit très perméable, on fait quand même office d'exception. Bon, et quand même, à moins d'être aveugle, le fait catalan existe depuis plusieurs siècles. Donc ce n'est pas une découverte pour l'État français que de savoir qu'il y a des dissensions entre un État espagnol qui a tenté à peu près tous les degrés de non-fédéralisme, bon, pour aboutir à la crise du 1er octobre. Donc là, il y a quelque chose qui est perçu comme quelque chose de menaçant et dangereux. Donc je pense que maintenant, ça va mettre longtemps avant de se normaliser, parce que je ne pense pas que ça va s'arrêter. J'ai eu une expérience en juillet 17, j'aime bien dire ça, on a l'impression qu'on a fait la guerre des tranchées, sur le Suffren à Barcelone, donc un bateau militaire français. J'y visité avec le chef des renseignements navaux qui est basé à Madrid, évidemment. Bien sûr. Il y a la mer. Français, hein. Il y a la mer et puis c'est accessible. Voilà, et oui, on est remonté avec le Suffren après jusqu'à Madrid, enfin mon bref. Et je lui dis enthousiaste alors pour le référendum. Oui. Et là, notre discussion charmante autour d'une coupe de champagne s'est arrêtée. Il m'a dit ça n'aura pas lieu. J'ai fait le il m'a dit pourquoi? Parce qu'il y aura un attentat en août qui fera que ça n'aura pas lieu. Non, c'est pas dans cet épisode. Ouais. Bon. Et c'est le chef des renseignements français. Bien sûr. Je ne parle pas aux Espagnols. Non, mais bien sûr. Et qui me dit, dans la mesure où le président Macron est en négociation pour les travailleurs, tu sais, les travailleurs étrangers projetés, enfin, il y a un terme, mais là, j'ai pas assez dormi pour te donner, et que après c'est quoi le fameux, et après c'est quoi les Bretons, les Basques, etc. etc. Mais juillet 17, pour moi, je sentais que c'était mal barre. Non, mais il y a toujours ça, alors qu'ici, le risque de sécession est proche de moins 42, on le sait. Oui. Moi-même, je n'ai jamais demandé une sécession du Roussillon, ce qui serait grotesque. J'ai toujours demandé qu'on ait des moyens. Tu vas avoir accès au vin de Bordeaux, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ce qu'on voudrait ici, c'est avoir quand même des clés, quelques clés, peut-être une sorte de datar à l'échelle locale, un degré d'autonomie, mais personne sérieusement ne parle d'indépendance de la Catalogne du Nord, c'est ridicule. Donc ce qui prouve qu'il y a une... Non, mais oui, elle me rapporte quand même. Oui, la raison peut-être, mais peut-être pas de ça. Mais... non, bon. Donc c'est vrai qu'il y a ça, voilà. Donc, tu vas rester toute la journée avec nous? On ne vais pas rester toute la journée, mais je vais rester jusqu'à midi. Je vais assister au débat suivant qui m'intéresse beaucoup. Qui m'intéresse beaucoup parce que jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, jamais en Catalogne aucun mouvement indépendantiste, proclamé indépendantiste, ne s'était réclamé d'extrême droite. Jamais. Donc, c'est intéressant. À un moment où il faut bien reconnaître qu'il y a une Europe des nations, enfin des nations au sens des États, hein, puisque, qui se redessine. Et donc, voilà, ce débat m'intéresse. Marie Costa, merci. Et aujourd'hui, on va tenter de gagner la bataille culturelle, comme dirait Gramsci. Oui, on n'est pas arrivé, comme il l'avait déjà dit aussi. Voilà.